Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au hedging. Alors webinaire particulièrement attendu, je sais que par rapport aux clients, notamment au live trading, beaucoup ont conscience et maîtrisent assez bien cette notion de hedging. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit généralement en séance de live trading, non pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine. C'est-à-dire qu'à peu près une fois par semaine, je dirais en moyenne, il y a une stratégie de hedging qui est appliquée, c'est-à-dire littéralement une stratégie de couverture de risque. Il faut bien comprendre que le mot hedging, ça veut dire littéralement en anglais couverture. Alors, couverture certes, mais globalement, la manière dont on le pratique en live trading, ça reste une approche très spéculative des marchés, très agressive des marchés. Alors c'est aussi pour ça que je l'ai mis en gras et en le soulignant, c'est-à-dire que c'est essentiellement ce que l'on verra aujourd'hui, ce que l'on verra sera vraiment dédié, je dirais globalement, aux investisseurs les plus agressifs, les plus spéculateurs sur le marché, et en particulier aux scalpers. Alors le scalping, rappel très rapide, puisque ça a été le sujet de la précédente vidéo diffusée sur YouTube à ce niveau-là, le dernier webinaire, intégralement dédié au scalping. Donc cette approche de trading qui se veut à très 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 court terme, c'est-à-dire sur l'espace de quelques secondes, quelques minutes, pour venir chercher par exemple 5-10 points sur un indice boursier, 5-10 points sur une parité. Alors c'est vrai que dans l'exemple que j'ai en tête en disant indice, c'est surtout les indices européens, par exemple le DAX 30, côté allemand, ou côté parité plutôt euro-dollar. Voilà. On attaque tout de suite. Alors on est ensemble globalement pour à peu près 40 minutes. Ce webinaire, évidemment, comme il est très attendu et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il sera enregistré, enfin il est enregistré littéralement, et il sera diffusé aujourd'hui, donc vendredi 20 février sur YouTube, puisque ça va être un complément, littéralement l'une des vidéos de la section de formation à l'analyse technique globalement, au trading au sens large, et justement en abordant certaines notions au même titre que les 3 derniers webinaires diffusés depuis à peu près un mois et demi. Alors avant toute chose, on va, avant de parler de hedging, parler de split, c'est-à-dire que le split, c'est littéralement diviser, alourdir une opération. Je n'ai pas voulu faire un webinaire à proprement parler sur Split parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à en dire, donc ça aurait pas pu être le sujet plein et entier, je dirais, d'une seule séance. Mais c'est vrai que par rapport au live trading, généralement, un hedging s'accompagne d'un split. Alors splitter, littéralement, ça veut dire diviser. Moi, je l'utilise au sens alourdir une opération. Alors, c'est uniquement pour le scalping, c'est-à-dire que si on vient chercher des 5-10 points de variation sur le marché, le split peut être intéressant. Maintenant, si on a une approche à moyen long terme du split, ça ne sert à rien. Alors, avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet de cette introduction, je dirais, au hedging, en commençant un petit peu par quelque chose de logique, c'est-à-dire avant de parler de couverture de risque, déjà parlons de risque. Le split est un risque supplémentaire, puisqu'on vient littéralement alourdir sa position initiale, qu'on vient quand même d'introduire la notion de bruit. Alors techniquement, le bruit, vous le savez pour la plupart, je pense, c'est cette notion qui veut que le marché, dans une tendance, vient parfois décrocher de 5-10 points dans la contre-tendance. Alors pour autant, le mot contre-tendance est un petit peu excessif parce que on va parler de bruit, c'est-à-dire que le marché a besoin de respirer, quelle que soit l'unité de temps, il vient faire des petites corrections, des petites consolidations, mais le bruit ne traduit à rien de bien concret. Alors généralement, pour les techniciens, on le rapproche du chaos, donc la théorie du chaos, souvent appliquée en bourse. Donc ça sous-entend qu'au sein d'une longue trame haussière ou d'une longue trame baissière, il arrive qu'on ait quasiment tout le temps ces petites notions de bruit. On le voit très 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 bien sur les faibles unités de temps, je pense au M1 ou au M5, où on voit bien que le DAX 30, par exemple, l'indice allemand, a progressé de 50 points, et au sein de cette variation, comme ça n'est jamais une ligne droite, jamais une diagonale, jamais parfait, il y a 5-10 points qui sont perdus à un moment, par exemple entre 11 000 et 11 030 points. On va passer à 11 020 avant de rattraper les 11 050. Alors, on va justement surfer un petit peu sur cette notion de bruit, c'est-à-dire le fait de dire que on a pu se placer au sein de la tendance, mais le bruit nous a été défavorable sur 5 ou 10 points. Donc finalement, on vient en profiter, on vient le tourner en notre faveur en quelque sorte, c'est-à-dire en alourdissant un petit peu son opération. Alors, il y aura 3 règles d'or justement par rapport au split qui seront abordées dans quelques secondes. Mais d'abord, j'aimerais distinguer ce qui se fait un petit peu en ce moment en live trading, c'est-à-dire que globalement, les splits, l'alourdissement d'une position dans le courant du deuxième semestre 2014, on avait un marché relativement peu volatile. Donc moi, je laissais passer en séance de live trading à peu près 10 points sur le DAX 30. Donc le bruit me donnait tort sur 10 points pour que je split. Maintenant, on le voit bien, en tout cas globalement depuis début 2015 jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, évidemment comme c'est un enregistrement, il est bon de rappeler la date, le 20 février, eh bien on a beaucoup de volatilité. Donc là, je viens plutôt laisser passer une vingtaine de points. Alors ce qui est important, c'est que c'est littéralement
discrétionnaire, c'est-à-dire que on ne va pas chercher à être sectaire. C'est pas 10 points pile, 20 points pile. En séance, il arrive qu'au lieu d'avoir 20 points pile, on en ait 18, 19, 20, 21, 22, parfois même 15. Ce qui est important, c'est globalement l'ordre de grandeur. Il faut pas être sectaire et se dire bon bah j'ai 10 points, je vais mettre un ordre différé. On peut le faire comme ça. Moi, je préfère le faire manuellement et donc être un peu plus discrétionnaire, un peu plus, je dirais, souple avec la stratégie, parce que la notion de bruit, si elle se définit sur 5, 10, 15 points, elle n'est pas non plus stable, c'est pas non plus sectaire, il n'y a pas un écrit, il n'y a pas une statistique qui dit que le bruit c'est par exemple 9,4 points, c'est pas ça. C'est globalement un ordre de grandeur. Alors évidemment le bruit, qu'on soit sur un marché volatile ou non volatile, il n'aura pas la même valeur, encore une fois, peu de volatilité. Moi sur ce type de marché, ça a été le cas notamment mercredi dernier, on avait assez peu de volatilité, j'étais plutôt sur 10 points d'écart sur un split DAX en séance, et globalement depuis début 2015, on est plutôt sur du 20 points. Voilà. Alors il y a 3 règles d'or absolument indispensables avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du hedging, en introduisant bien avec cette notion de split. La première, bien entendu, c'est qu'on vient splitter, on vient alourdir son opération qu'une seule et unique fois. Là, ça fait un petit peu écho à une précédente vidéo diffusée sur YouTube, qui était celle justement dédiée un petit peu aux stratégies, aux recommandations stratégiques sur le DAX 30. On ne vient surtout pas chercher à faire une Jérôme Kerviel, c'est-à-dire à moyenner à la baisse ou à moyenner à la hausse sur un actif. Ça, c'est le pire comportement possible. C'est-à-dire qu'on ne vient pas alourdir une opération 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Non, on vient le faire une seule et unique fois sur peu d'amplitude, sur peu de volatilité. Je parlais de 10 points, je parlais de 20 points, entre les deux points d'entrée. Voilà, la troisième et unique règle absolument indispensable, c'est que bien entendu, on le fait sur de très faibles volumes, en respect avec son money management. Pour prendre l'exemple du compte de Live Trading, qui de base est de 20 000 euros, chaque opération DAX 30 représente, enfin les opérations initiales en tout cas, représentent 0,25 lots. Donc un split, généralement, moi j'ai tendance à le faire sur le même volume dans les deux cas. Je vais avoir une première opération de 0,25 lots, par exemple prise à la hausse à 10 000 points. Le marché me donne tort sur 10 points, je considère que c'est du bruit, donc il arrive à 9 990 puisque moi je suis haussier. Je prends une deuxième opération de 0,25 lots et à partir de là, j'avise. Si le marché continue à me donner tort, soit je coupe ma perte, soit comme on va le voir dans quelques instants et ce sera tout le sujet, je hedge. Voilà, je fais une couverture de risque, mais je ne le fais qu'une seule et unique fois. Sur de faibles volumes, vous voyez que la somme, au final, ne fait que 0,50 lots. C'est pas énorme, c'est le respect, littéralement, du money management, de la gestion du risque, de la gestion de ses capitaux. On attaque maintenant dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que le hedging? Alors déjà, littéralement, c'est couverture, couvrir, sous-entendu couverture de risque, couvrir son risque. Le hedging, littéralement, c'est une stratégie de couverture de risque, ça je viens de le dire, qui consiste à prendre deux, ou au moins deux plutôt, pour le dire plus correctement, position opposée. Il n'y a que deux tendances possibles. Donc naturellement, opposé, sous-entendu, on aura forcément une partie de notre capital au sein du hedging qui sera à la hausse et une autre partie de notre capital qui sera mécaniquement à la baisse. L'exemple le plus courant, celui que je viens de prendre il y a quelques instants, j'ai une première opération initiale qui est acheteuse, je vais la hedger, entre guillemets, alors c'est un petit peu un anglicisme, c'est-à-dire qu'on vient mélanger du français et de l'anglais, mais effectivement, je vais la hedger, je vais la couvrir par une position de vente. Je rentre pas encore dans le détail des volumes, j'y viendrai plus tard. Mais le hedging, c'est ça. J'ai une position qui part mal, mon analyse a été mauvaise, ou il s'est passé quelque chose sur le marché, un signe noir, peu importe, quelque chose qui m'a donné tort, qui m'a fait entre guillemets mentir sur mon analyse initiale. J'ai eu tort, seul le marché a raison, c'est la seule chose à retenir. Seul le marché a raison, s'il fallait tout résumer, toutes les vidéos de formation, absolument tout, et notamment celle-ci, c'est seul le marché a raison. Le marché me donne tort, mais il a raison. Moi, je suis soumis au marché, le marché n'est pas soumis à moi. Eh bien, je vais forcément devoir couvrir mon opération si je n'accepte pas de la couper tout de suite en perte. Alors, il y a 3 objectifs. Le premier, la question c'est, est-ce qu'on cherche finalement à réduire ou à augmenter son exposition au risque? En fait, ça c'est toute la question du hedging, parce que quelque part, on augmente son risque, parce qu'on va avoir au final plus de volume, tel que je le fais en live trading, orienté dans la nouvelle tendance. Donc déjà, qui dit plus de volume dit plus de risque, mais en même temps, la finalité, c'est quand même de réduire le risque, paradoxalement, puisque je viens chercher soit à stabiliser mon flottant, pourquoi pas à me payer, si possible lourdement, puisque j'ai mis beaucoup plus de volume que prévu initialement, ou autre option qui généralement est la plus courante, limiter la casse. Limiter la casse, ça sous-entend perdre en partie son hedging et finalement le gagner. C'est ce qui s'est passé notamment mardi dernier lors d'une séance particulièrement sportive au niveau du live trading, mardi 17 février.
Initialement, on a coupé une partie du hedging en perte pour finalement voir le take profit final de résolution à 10 930 points à ce moment-là, en tout cas, nous payer, c'est-à-dire nous rendre gagnants sur le total. Mais au final, initialement plutôt, il a fallu quand même limiter la casse. C'est pas le cas le plus fréquent. Généralement, le hedging se fait comme on le fait en live trading sur un seul et même niveau, c'est-à-dire que le take profit final est atteint. Mais malgré tout, il y a quand même une perte. Disons qu'il y a par exemple 50 € de perte pour 100 € de gain, une différence de 50 € positif. Je prends l'exemple un peu arbitraire. Mais généralement, ça ressemble à ça. Je dis généralement parce que c'est pas toujours vrai. On verra tout à l'heure que c'est risqué, que ça n'est pas un miracle, que ça n'est pas souhaitable. Ce sera plus en conclusion, mais enfin, j'y viendrai tranquillement. Alors pourquoi utiliser le hedging? En toute chose, le sens interdit est vraiment vraiment important. Il y a deux choses à ne surtout pas faire pour justifier un hedging. La première, c'est évidemment laisser courir sa position sans objectif de sortie. Sous-entendu, se dire je prends à peu près n'importe quel trade, c'est pas grave, si j'ai tort, je prendrai un hedging, ça se résoudra proprement. Déjà, ça non. Le hedging n'est pas souhaitable, cette approche-là reste excessivement dangereuse. La deuxième chose, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la moyenne à la hausse, la moyenne à la baisse, la fameuse Jérôme Kerviel, l'utilisation excessive du lissage. Alors qu'on appelle ça une moyenne à la hausse, une moyenne à la baisse ou un lissage, c'est exactement la même chose, c'est une erreur de base, c'est une des erreurs les plus courantes sur laquelle se plantent beaucoup de clients, d'une manière générale, beaucoup d'investisseurs particuliers, pour le prendre au sens large. Voilà. Alors, toujours en lien avec ces deux erreurs qui justifient à tort l'utilisation du hedging. Souvent, le hedging peut être justifié à tort parce qu'il y a une exposition non maîtrisée, c'est-à-dire qu'à la base, déjà, on a un profil trop risqué. Et donc, on se dit, bon, je vais utiliser le hedging de toute manière. Qui dit risque, qui appelle le risque de toute manière, ne pourra pas avoir une exposition non maîtrisée. C'est faux. On le voit au niveau du live trading. On a une exposition du risque maîtrisée. Le hedging se fait dans un cadre extrêmement strict de money management. Qui dit justification non légitime, dit aussi risque accru et money management non respecté. C'est assez logique, la conséquence elle est évidente, sur le moyen long terme, c'est clairement une perte, on est sûr de casser son compte, on est sûr de cracher son compte si on fait mal cette couverture de risque. Alors, deux conseils, c'est évident, mais j'y viendrai beaucoup plus longuement dans le courant du reste de la vidéo, mais il faut évidemment se fixer des objectifs, de pertes et de gains, c'est surtout sur les objectifs de gains, comme dans les précédentes vidéos qui sont sur YouTube de formation. On a tendance à se fixer les objectifs de gains, mais jamais de pertes. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ok, cette semaine, je vais chercher 2% de rendement, ça correspond à peu près, par exemple, à 100 points de variation gagnés, récupérés sur le DAX, à raison de X lots par position. Voilà, bon, très bien. Mais on ne fait, intuitivement, on fait quasiment jamais l'inverse, c'est-à-dire qu'on se fixe quasiment jamais d'objectif de perte. Et c'est faux. On le voit en live trading, il y a des hedging, certains, je dirais à peu près 5%, 10% des hedging qui sont coupés en perte, donc 90, 95 sont coupés en gain. Mais enfin, malgré tout, le hedging n'est jamais parfait, c'est pas possible parce que déjà on ne choisit pas l'orientation du marché. Et déjà le hedging en soi revient à dire qu'on a eu tort à la base. Donc, toujours définir ses objectifs de perte. Je prenais l'exemple de mardi dernier, par exemple. Début décembre 2014, sur tous les hedging qu'il y a eu, globalement, ça a été le vrai hedging perdu en 2014. Il a remis en cause littéralement une semaine de trading. C'est-à-dire que globalement, il y a eu à peu près 4% du capital qui ont été clôturés en perte ce jour-là. Ça correspondait à ce qu'on avait gagné la semaine précédente. Alors, c'est pas catastrophique parce que effectivement, sur l'ensemble du mois, on est gagnant. Moi, c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire quand vous perdez. Vous dézoomez un petit peu pour vous dire si sur une unité de temps un peu plus grande, la semaine, le mois, l'année, ça remet quelque chose en cause. Sur la semaine, oui, dans notre cas, donc premier palier, hop, qui saute. Sur le deuxième palier, en quelque sorte, sur le mois, non. Mais malgré tout, c'est important de le préciser. C'est jamais ultra propre, c'est jamais systématiquement gagnant. Alors, se fixer des objectifs, ok, en gain, en perte, très bien. Avec quel horizon d'investissement et quelle tolérance, j'ai mis en euros, mais quelle tolérance au sens large de risque. Hedger ça ou ces positions, ça aussi c'est une nuance assez importante finalement, est-ce qu'on vient hedger une opération? Ça arrive parfois en live trading, c'est rare. Généralement, moi je viens hedger deux, parce que souvent, juste avant, il y a eu un split. Voilà. Le split d'ailleurs qu'on peut associer à une seule opération si on prend le point médian, ce que fait déjà très bien Xstation visuellement en disant voilà vous êtes rentré 0,25 lots à 10 000, 0,25 lots à 9,990 pour reprendre mon exemple d'avant, donc ça revient à dire que vous avez une seule opération de 0,50 lots à la hausse à 9,995 en moyennant. Voilà. Alors, stratégie de hedging, la première, ce sera celle hors live trading, je dirais, ou alors c'est très rare que je la fasse en live trading. Je commence d'abord parce que je peux recommander, mais que je n'utilise pas forcément, et après pour insister beaucoup plus lourdement sur ce que je recommande vraiment, et ce que je fais en live trading. Les clients présents aujourd'hui ou qui verront la vidéo sauront effectivement retrouver les références habituelles quotidiennes. Achat ou vente, point d'entrée différent, évidemment.
Ça, c'est hyper logique, mais avec des volumes identiques. Bon, pourquoi pas. Achat ou vente, point d'entrée différents, volume identique, très bien. L'objectif est simple, on vient limiter la perte ou être à l'équilibre finalement. C'est-à-dire figer littéralement le flottant, la moins-value latente par exemple à moins 200 euros. Si j'ai un lot à la hausse, un lot à la baisse, c'est évident que si mon flottant, ma moins-value latente est à 200 euros, que sur le DAX 30 par exemple, qu'il gagne 10 000 points ou qu'il en perd 10 000 pour prendre vraiment un raisonnement par l'absurde, un raisonnement extrême, bah, ma moins-value latente sera toujours de moins 200. Parce que d'un côté, par exemple, j'aurai 10 200 de gains et de l'autre, j'aurai 10 400 de pertes. Voilà. Alors c'est une approche plutôt à moyen long terme, c'est un peu excessif de dire moyen long terme, mais disons que c'est surtout dans les bottes d'un scalper qu'il faut voir ça, c'est-à-dire plutôt sur l'ensemble d'une semaine. Voilà, alors c'est pas le long terme habituel sur l'investisseur action qui va parler de long terme sur 3 ans, etc. Disons que c'est plutôt sur l'ensemble d'une semaine. Bon, ça revient à se laisser du temps, c'est-à-dire avoir une moins-value latente de 200 euros, se laisser du temps soit pour prendre la décision de clôturer, soit pour faire d'autres trades en parallèle, pourquoi pas sur un autre actif pour combler ces 200 euros en les générant ailleurs et finalement tout clôturer ensemble. Bon, mais se laisser du temps, oui, mais tout de même avec une porte de sortie. On voit beaucoup sur X-Social, par exemple, d'émetteurs qui ont figé des opérations quasiment ad vitam aeternam, des opérations qui ont 1 an et demi, 2 ans. Sur le DAX 30, notamment des hedging avec des 1500 points d'écart, par exemple, entre 8500 points en guise de cotation initiale et un 10 000 points en guise de cotation secondaire pour le hedging. Bon, c'est pas souhaitable. N'oubliez pas quand même que le hedging doit se faire sur des proportions tout à fait raisonnables. J'en parlerai tout à l'heure. Généralement, moi, je le fais à 20 points d'écart de la dernière opération. Donc sous-entendu 20 points d'écart par rapport à ma deuxième opération donc de split, donc 30 à 40 points d'écart par rapport à l'opération initiale. Alors ça c'est en théorie, c'est mon alerte psychologique, mais en vérité là aussi il faut être tolérant. Je cherche surtout à avoir une accélération de volatilité, une accélération de volume en contre-tendance, et donc plutôt à chercher en vérité techniquement plutôt un 30-35 points. Voilà. C'est du temps avec une porte de sortie, j'en ai parlé. Ça reste une approche un peu plus conservatrice. Alors, j'aurais pu mettre conservatrice entre guillemets, parce que malgré tout, le plus conservateur, ça reste de couper sa perte, qu'on ne se voile surtout pas la face ici. L'exemple du DAX 30, par exemple, avec un lot, en guise de résultat, je vais avoir une opération acheteuse, donc un lot, ça revient à dire par exemple 25 euros de perte par point, une position vendeuse soit de 25 euros par point si j'ai également un lot, soit on peut prendre le cas extrême et j'y reviendrai un peu plus tard de 50 euros de gain par point. Vous allez voir pourquoi indirectement, c'est dans un deuxième temps en quelque sorte. Donc là on stabilise, voire on peut faire un peu mieux. Vous allez voir pourquoi j'ai pas mis 25 euros de perte et 25 euros de gain. Parce qu'en vérité, avec le décalage, on peut s'en sortir en gain avec cette approche conservatrice. Meilleur exemple, il reste quand même visuel. J'ai un achat d'un lot, ici, sur un point haut. Pas de chance, parce que le marché dégringole à la baisse peu de temps après. Je me retrouve à hedger un lot. Jusque là, on est d'accord, hein, c'est la théorie qu'on vient de voir il y a quelques instants. Eh bien, je vais, par exemple, sortir ma position vendeuse, là, je dirais, parce que j'ai détecté le point bas, parce que je me doute que le marché va repartir à la hausse, j'aurais fait un gain de 25 euros. Et par la suite, je sors mon opération d'achat à 25 euros. Alors, là, c'est la manière, entre guillemets, jolie, propre, de gagner avec une approche assez conservatrice. En vérité, ça se passe pas forcément comme ça, hein. Dans le cas du hedging un peu conservateur, il arrive bien souvent qu'on vienne clôturer les deux en même temps. Donc en fait, on encaisse la moins-value latente que l'on dessine entre le point d'achat et le point de vente. Je parlais, enfin le point short, le point long. Je parlais tout à l'heure notamment de l'exemple à moins 200 euros de moins-value latente. Voilà. Là, c'est en théorie, c'est propre, c'est sur le papier, très bien. Mais ça reste envisageable. C'est rare qu'on approche comme ça le hedging en live trading. J'arriverai dans quelques secondes sur la version la plus courante. Voilà. Et pourquoi pas par la suite, sinon en profitant de chaque oscillation, sortir à l'achat encore plus haut. Voilà. Donc là, disons qu'on a tous les cas de figure. Soit je fige la moins-value latente sur le moins flottant et je coupe après avoir pris la décision, par exemple mon 200 euros de perte. Soit je le fais proprement en liquidant d'abord, dans le cas de l'exemple, la vente puis l'achat et je cherche à faire un gain alors qu'au final j'aurais eu exactement les mêmes volumes impactés, un lot, soit encore une fois je fige mon 200 euros par exemple de perte latente et en parallèle je viens traiter soit le même actif, soit un autre actif, mais je cherche à faire au moins 200 euros de gain en parallèle pour tout couper. Voilà. C'est plus long, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus conservateur, pas forcément l'idéal, mais ça reste intéressant. Alors, stratégie principale que l'on voit au niveau du hedging en séance de live trading, celle-ci est clairement importante. Elle est beaucoup plus agressive, je tiens à le dire tout de suite. C'est aussi pour ça qu'au niveau du titre, j'ai bien précisé que c'était pour profil spéculateur et on verra tout à l'heure tous les bémols en conclusion, tous les inconvénients, mais d'abord, place à la stratégie.
Alors ce que je fais en live trading, généralement, je viens multiplier par 2 ou par 3 le volume de la position initiale. Voilà. Ce qui est important, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'amplitude entre les points d'entrée. Bon, j'y reviendrai dans quelques secondes. Ah, j'ai juste annulé la première phrase. Voilà, multiplié par 2 ou par 3 le volume de la position initiale. Autrement dit, et le cas le plus fréquent, c'est celui-ci. J'ai une opération de 0,25 lots, par exemple à la hausse sur le DAX. Je me retrouve à splitter 10 ou 20 points en dessous. Donc là, c'est les deux cas possibles. Hein. Est-ce que j'ai un marché ou est-ce que j'ai pas de marché? Est-ce que j'ai quelque chose de volatile sous la main ou alors est-ce que littéralement je n'ai strictement rien? Et enfin, je vais me retrouver, je dirais, avec avec une sorte de solution un petit peu extrême, qui n'est pas enviable encore une fois, mais qui correspond tout de même à la réalité du live trading, c'est-à-dire que si le marché continue de me donner tort au-delà du simple split, eh bien, je vais attendre 20 points d'écart avec le niveau splitté, donc 30 à 40 points avec le niveau initial, pour me dire, là on n'est plus sur une notion de bruit, on n'est plus sur une notion de chaos, on est sur un vrai retournement. Cette valeur-là de 20 points par rapport au split ou de 30 à 40 pour la position initiale, c'est ce que j'appelle en live trading mon alerte psychologique en général. Et encore une fois, il faut être plus souple que ça. Il faut vraiment conditionner à tout cela l'accélération, littéralement l'accélération du marché, c'est-à-dire l'accélération de la contre-tendance. Être absolument certain que nous avons bel et bien sous les yeux un retournement qui nous donne totalement tort. Alors, quelle que soit la raison, ça peut être une raison, je dirais, typiquement macroéconomique, on a mal vu le calendrier s'est retourné, une raison d'actualité, donc ça c'est complètement imprévisible. En disant ça, par exemple, pour remettre dans le contexte actuel, je pense à l'Ukraine et je pense à la Grèce, ça peut être une raison technique, pourquoi pas, que l'on n'a pas anticipé. Voilà. L'objectif, c'est la recherche de profit, au mieux, ou d'équilibre, au pire. Mais là, clairement, on cherche à se payer dans le meilleur des cas. C'est beaucoup plus court-termiste, pardon, mais c'est plus risqué. Quelle amplitude entre les points d'entrée? J'en ai parlé. Mon split, il va s'exercer sur 10 à 20 points, encore une fois, d'écart, selon que je sois sur un marché volatile ou non volatile. N'oubliez pas qu'à chaque fois quand je parle de ces variations-là, j'ai en tête l'exemple du DAX 30. Ce sera moins vrai, ce sera pas tout à fait la même amplitude sur le FTSE, sur le CAC 40, ça va pas tout à fait être vrai non plus de la même manière, je dirais, sur le SPA 35, etc. C'est vraiment pour garder l'exemple pur et dur du live trading. Quelle amplitude par rapport à mon hedge? Encore une fois, 20 points d'écart par rapport au split, donc 30 à 40 par rapport à l'opération initiale pour la psychologique, mais j'attends, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge et que j'ai souligné, une accélération, c'est indispensable, de la volatilité, voilà, pour être sûr que vraiment j'ai tort et donc je cherche sur la nouvelle tendance. Toujours par rapport à cette notion de volume, mon split initialement il va être de 0,5 lots, puisque j'ai deux opérations à 0,25 en live trading, donc mon hedge il va être à 1,5 lot, moi j'ai tendance à le multiplier par 3. Voilà. Il arrive, c'est plus rare, mais il arrive que je ne hedge qu'une seule opération parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin de splitter, donc j'ai un seul 0,25 lot, je vais multiplier par 3 le volume, je vais être à 0,75 dans l'autre sens. C'est plus rare, mais c'est arrivé il y a pas très longtemps, c'est arrivé il y a fin janvier à peu près. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare, mais ça reste exactement la même logique, sauf qu'on n'a pas splitté. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte tout de suite. Généralement, c'est à cause du calendrier économique. On se rend compte que le calendrier a publié quelque chose de très mauvais ou très bon qui nous donne tort. Et donc là, on s'embête pas à splitter. Là, on se dit, bon, bah, le marché va clairement aller en contre-tendance. 3 points totalement indispensables. La psychologie. On peut pas faire ça si on n'est pas serein. Il faut pouvoir excusez-moi du terme, mais ne pas broncher en voyant 50 points de variation, 40 points de variation sur le DAX, par exemple. Donc là, je vous renvoie tout simplement sur la vidéo dédiée à la psychologie de marché. Je lui ferai une référence en fin de live trading. De webinaire, de ce webinaire, en fait, cette vidéo. C'est une référence à une autre vidéo de formation, un autre webinaire que j'avais enregistré, et que j'ai diffusé il y a à peu près 3 semaines. Voilà. Il faut pouvoir être stable psychologiquement. Il faut surtout pas faire ça si on n'est pas capable de ne pas s'inquiéter quand on voit 30, 40, 50 points de variation. Voilà. Donc déjà à la base, et j'y reviendrai tout à l'heure, ça reste, et j'en ai déjà parlé, ça reste sur des volumes très faibles. Il faut que ça soit en respect avec le money management. Il est très rare, dans le pire des scénarios, en live trading, que je sois en dessous de 1000% de niveau de marge. C'est très important. N'oubliez jamais ça. Moi, je déconseille très fortement d'être en dessous des 500% de niveau de marge. Et d'une manière générale, je déconseille d'être globalement en dessous des 1000. Voilà. Donc, dans le cas de ce scénario-là de hedging qui est le plus courant en live trading,
évitons d'être en dessous de 1000%. Ça peut arriver ponctuellement, pourquoi pas, mais dans une valeur assez proche, 800, 850. Voilà. Il est très 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 rare, pour ne pas dire, en 2 ans de live trading maintenant, quasi quotidien, puisqu'au début c'était pas quotidien, maintenant ça l'est, mais j'ai pas le souvenir de plus de 2 séances où on soit descendu en dessous de 500 pour son niveau de marge, et c'était du même ordre, 400, 450. Voilà. C'est terriblement rare. Il faut que ce soit fait sur de très faibles volumes. D'une manière générale, le scalping, pour reprendre le propos du scalping, c'est sur de très faibles volumes. Donc mécaniquement, le split étant sur le même volume, ça va être toujours de faibles volumes. Et le hedge, on a beau multiplier par 2 ou par 3, ça doit rester globalement à peu près le même ordre de grandeur pour le money management. Il ne faut pas se retrouver en hedging avec un niveau de marge à 40, 50, 60, 70%. C'est pas possible. On frôle l'appel de marge sinon. Donc naturellement, notion indispensable, celle de money management, ce dont je viens de parler. Là, je renvoie évidemment aux précédentes vidéos. Et avoir une approche assez agressive sur les marchés. Donc là, je renvoie encore un petit peu à l'introduction de cette vidéo, où je dis que ça ne peut correspondre qu'aux scalpers. Ça ne peut surtout pas correspondre à quelqu'un qui va faire du moyen long terme sur le marché. Ce qui est juste une autre école. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est juste une autre école. La personne qui vient chercher une variation de 100 points ou de 150 points sur le DAX 30 ou de 300 pips sur EURUSD, il est clair et net que le hedging n'est pas fait pour ces personnes-là, ni le scalping. C'est une toute autre approche. Là, c'est directement stop loss take profit. Idéalement, un take profit d'amplitude 2 à 3 fois supérieure à l'amplitude du stop loss pour avoir la fameuse notion de risque reward, ce qu'on appelle le RR, qui doit toujours être supérieur à 2 pour être certain d'avoir un profil gagnant sur le moyen long terme. Voilà. Mais dans le cas présent, c'est vraiment avoir un comportement littéralement agressif sur les marchés, ce qui est le cas d'un scalper. Toujours le même exemple, cette fois-ci. L'exemple du DAX 30, alors je vais garder en fait les mêmes valeurs, mais sauf que ce ne sera pas du tout la même approche, c'est pour faire un peu le parallèle avec la précédente stratégie. Là aussi on va avoir 25 € de perte par point et 50 € de points par gain, sauf que là on va chercher à tout clôturer sur le même point pour respecter cette valeur-là. Donc sous-entendu, soit j'ai 0,25 lots dans le faux et 0,75 lots dans le bon, donc mon portefeuille qui est globalement orienté à 0,50 lots pour reprendre le cas du live trading dans la nouvelle tendance émergente. Plus généralement, j'ai 0,5 lots dans la mauvaise tendance et 1,5 lot dans la bonne tendance. Donc l'essentiel de mon portefeuille est orienté à raison de 1 lot, la différence tout simplement, de 1 lot dans la nouvelle tendance naissante sur laquelle je suis en train de miser. Alors, gain total de 25 € sur le simple exemple, mais on va voir ça dans quelques instants. J'ai ici un achat de 0,25 lots pour reprendre le même graphique, pas de chance, ou en tout cas raison macroéconomique ou technique, peu importe d'actualité qui me donne tort. Je vais vendre à 0,75 lots. Take profit de vente, alors j'aurais pu mettre take profit global, je vais essayer de sortir ici toute mon opération, c'est-à-dire de tout couper en même temps, ce qui est vraiment le cas, 90% ou 95% du cas des cas du hedging en live trading, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on vient couper globalement par exemple 300 € de perte sur l'opération initiale, mais en parallèle par exemple 400, 500 € de gain en parallèle, donc une différence de 100, 200 € de gain. Sur le papier ça marche, c'est joli, très bien, c'est le même bémol que tout à l'heure, sur le papier c'est magnifique, mais c'est quand même rude, il faut réussir à se dire que ça va être assez compliqué. Alors le stop loss de l'opération d'achat est assez simple à placer, c'est le take profit, le stop loss de la position d'achat est égal dans ce cas-là au take profit de l'opération de vente, de l'opération plus lourde. Maintenant, qu'en est-il du stop loss de l'opération de vente? C'est ça qui est subtil et c'est ça qui est dur à placer. J'en conviens parce que la question est souvent posée en live trading. J'essaie à chaque fois de le placer en séance, mais ça dépend de l'évolution du marché. Moi, ce que je recommande à ce niveau-là, c'est que le stop loss de l'opération de vente, donc la plus lourde, celle qui paradoxalement fait prendre du risque au portefeuille, eh bien, je considère un stop à 0. Un stop à 0, ça veut dire un stop loss sur le point d'entrée. Mais pour cela, il faut déjà qu'elle soit en gain. Donc, il faut au minimum, grand minimum, 5 points de gain. Je recommande plutôt 10, voire 15 points de gain. C'est-à-dire que globalement, l'opération de vente, dans le cas présent, soit en gain de 10-15 points pour commencer à mettre son stop loss sur point d'entrée. Sous-entendu, si le marché revient sur ma tendance initiale, eh bien, mon opération de 0,75 lot sera coupée sur son point d'entrée, donc à 0. Et j'ai tendance à penser que je reviendrai sur le niveau d'entrée de l'opération d'achat. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être le cas que l'on a sous les yeux, dans le cas présent, en enlevant juste le niveau de take profit, où effectivement, je vais sortir la pastille pour que vous voyez bien, effectivement ici, là où j'ai la pastille rouge, on se dit, bon, je suis en gain de 10-15 points, je mets mon stop loss sur point d'entrée pour l'opération de vente, mais finalement le marché se retourne et finit par me donner raison. Donc là, l'opération sur le papier de 0,75 lot arrive à 0, les clôtures à 0, aucune incidence sur l'historique, et je reviens sur mon point d'entrée de l'opération initiale,
Reste à savoir si je la clôture en gain ou si je la clôture sur point d'entrée, peu importe. Voilà. Donc ça c'est le plus courant. Je conviens totalement. C'est risqué, c'est pas facile. Et ça marche surtout sur le papier. Malgré tout, de manière empirique, par expérience, en près de 2 ans de live trading, c'est quand même le scénario le plus courant à 90-95% du cas. Qu'arrive-t-il les 5 à 10% restants? Eh bien là, il faut accepter la perte. J'y reviendrai plus tard, mais il n'y a pas de solution miracle. N'oubliez pas que le trading, toujours pareil, j'aime bien le rappeler, c'est la manière d'investir la plus risquée possible et imaginable. Hein. Donc forcément, c'est pas toujours très propre et il faut concevoir la notion de risque. Après, chacun aura une approche différente du risque. Voilà. Donc take profit, effectivement, take profit globalement de vente. Alors je pourrais me dire take profit global où je vais sortir toutes mes opérations, voir si on peut même se le permettre dès qu'on a l'essentiel du portefeuille en positif grâce à l'opération de 0,75 lots. On peut, pourquoi pas, je le fais très rarement, mais pourquoi pas mettre directement son stop loss d'achat un petit peu au-dessus. C'est pas exclu, mais bon, c'est pas le plus courant de mon point de vue. En général, j'essaie d'avoir un seul et même point de clôture générale. Alors, quelques stratégies variantes, je dirais, que je recommande, qui ne sont pas non plus les plus courantes en live trading, puisque ce que je fais le plus couramment en live trading, on vient de le voir, c'est terminé. Donc, placer évidemment, hop, attendez, voilà, placer évidemment des sell stop ou des buy stop, donc des ordres différés littéralement pour le faire de manière un peu automatique. Alors moi je préfère le faire manuellement, mais je comprends que certains puissent le faire de manière automatique. Du coup on perd la valeur un peu discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on reste sur des valeurs très sectaires où 9000 points c'est forcément 9000 points. Ça peut pas être 9002, ça peut pas être 8998, chose que je peux tolérer par exemple manuellement. Voilà. Alors, aller sur une temporalité plus petite, trader, prendre des gains serrés pour retrouver l'équilibre PL. Donc, on revient un petit peu à cet équilibre de risque et de gain. Voilà. Bon, là, je reviens un petit peu à la stratégie initiale en fait, hein, la toute première qui a été évoquée. Changer d'instrument, pourquoi pas. On en a parlé un petit peu. Par exemple, le DAX 30 face au gold. Donc, puisque généralement la valeur refuge a un comportement inverse proportionnellement à celle de valeurs spéculatives comme le son et les indices boursiers, notamment le DAX 30. C'est une autre manière de hedger, pourquoi pas, tout à fait respectable aussi. Ou sur le SPA 35, par exemple, le SPA 35 face au gold, peu importe, mais globalement, les indices sont à mettre dans une case spéculative, alors que les matières premières non agricoles et plutôt minières comme l'or, l'argent, le cuivre sont plutôt d'ordre refuge, ce qu'on appelle les valeurs refuges. Le carry trading, alors ça pourrait faire tout le sujet d'un webinaire, donc je ne ferai qu'aborder le sujet pour vous donner envie d'aller voir un petit peu tout ça. Entre euro-yen, euro-USD, USD-yen, donc en ayant au sein de parités différentes un même dénominateur commun sur une même devise. Dans les deux premiers exemples, l'euro évidemment, dans les premiers exemples euro-yen et USD-yen, le yen, et dans le deuxième exemple et troisième exemple, l'USD. Voilà, je m'attarderai pas là-dessus trop longtemps, parce qu'évidemment ça pourrait faire tout le sujet d'un webinaire. Accepter la perte, écrit en gras, en rouge, souligné. Évidemment, encore une fois, 5 à 10%, je dirais, des hedging en live trading se finissent en perte. Il faut accepter la perte parce que on accepte la perte quand on touche les frontières, les extrémités de notre tolérance au money management. J'en ai parlé dans le cas de début décembre, dans le cas d'un hedging totalement clôturé en perte et partiellement coupé en perte mardi dernier initialement, mais finalement en gain puisque le take profit final a fini par être touché a posteriori, après le live trading à 19h. Je rappelle que le live trading globalement finit à 16h30. Donc il a fini par toucher son take profit à 10 930 à 19h, 19h05, mais take profit fixé quand même évidemment pendant le live trading. Voilà. Respecter littéralement son money management, sous-entendu couper ses pertes le plus tôt possible. Je rappelle que l'erreur de base, c'est de couper trop tard ses pertes et trop tôt ses gains. Il ne faut surtout pas que le hedging soit une réponse à cette erreur-là. Donc ça sous-entend quand même qu'à la base, si on fait du hedging, c'est qu'on est capable de couper tôt ses pertes et tard ses gains, hein, laisser courir ses gains, comme on dit littéralement. Donc je le résume en disant respecter littéralement son money management. Changer ou ajuster, mais c'est du bon sens et c'est évident, mais c'est toujours bon de le rappeler, changer ou ajuster de stratégie en cas de fréquence élevée du hedging. C'est évident, si on se retrouve à hedger tous les jours, il faut se remettre en question au niveau de sa stratégie, ça c'est certain. Pour reprendre encore l'exemple du live trading, puisque c'est l'exemple le plus parlant, et puis le plus véritable, face au client, c'est simplement à peu près une fois par semaine globalement, quoi. Voilà. Indispensable. Il faut surtout pas, quelques règles indispensables, il faut surtout pas que le hedging devienne un automatisme. Il faut aussi accepter en parallèle la perte, il faut aussi accepter de mettre des stop loss. Il faut surtout pas que ce soit une manière de remplacer les stop loss ou d'accepter la perte. On ne cherche en aucune manière, jamais, au grand jamais, ça aussi j'aurais pu le mettre en rouge et en le soulignant, mais il ne faut surtout pas provoquer
provoquer le hedging. On ne cherche pas à se mettre en situation de hedging en se disant, oh, bon, ça va être plus rentable que si j'avais laissé courir sur l'opération initiale. Il faut savoir accepter sa perte si le hedge ne fonctionne pas. J'en ai longuement parlé précédemment. Pas d'écart défini. Bon, là, ça reste à personnaliser en fonction des instruments, de ses objectifs et de son capital. Je parlais un petit peu tout à l'heure de l'exemple. Est-ce que je suis face à un marché volatile ou non volatile? Quel est mon degré de tolérance? Est-ce que je vais être vraiment sur une alerte psychologique à 20 points? Ou au contraire, est-ce que 20 points, ça va être mon niveau de hedging? Voilà. Donc, pas d'écart défini, attention, mais il faut quand même le définir. Évidemment, un choix d'actifs volatile. De mon point de vue, je ne peux que vous recommander le DAX 30, hein, évidemment, mais c'est pas le seul actif volatile, évidemment. Mais c'est vrai que si on commence à changer de fusil d'épaule, donc en changeant de tendance, il faut quand même qu'une tendance puisse apparaître. Donc, il faut que ce soit quand même qu'il y ait une certaine volatilité. On va pas faire du hedging sur du VIX, hein. Je veux dire, le VIX, là, stop loss et puis point barre. Voilà. Non à l'achat et à la vente en simultané. Dans ce cas-là, privilégions plutôt les ordres différés, ce qu'on appelle les OCO. Je l'avais déjà rappelé dans une précédente vidéo. Attention à un point important, la différence entre Xstation et MetaTrader. Xstation immobilise en fait la marge qu'une seule fois sur une opération. MetaTrader, la marge est immobilisée 2 fois. Alors pourquoi? Simplement parce que Xstation c'est le choix d'XTB, MetaTrader c'est une licence. Donc là c'est le choix de Metacode, c'est ce niveau-là. Voilà. Donc la marge est immobilisée 2 fois sur MT4, elle n'est immobilisée qu'une fois sur Xstation. C'est important de bien le rappeler, notamment par rapport au live trading où tous les clients ne sont pas sur Xstation. Moi j'y suis pour les séances, mais naturellement tout le monde n'est pas. Alors quelques cas extrêmes, le fameux hedge à 3 niveaux qu'on peut appeler à 3 niveaux ou à 100%. Alors ça revient en fait en fait finalement à partir sur la deuxième stratégie que j'ai présentée, c'est-à-dire celle la plus courante au niveau du live trading, et à se dire bon ben finalement pour une raison X ou Y, mais il faut que ce soit une bonne raison, il faut que ce soit bien légitime. On revient sur la stratégie initiale qui consiste à dire finalement bon je vais avoir 1,5 lot à la hausse et 1,5 lot à la baisse. Pourquoi pas? C'est un cas extrême, ça n'est arrivé globalement que 3-4 fois en live trading depuis presque 2 ans sur l'ensemble sur près d'une centaine de hedges, hein, parce que par définition, s'il y a eu une centaine de semaines à peu près de trading, il y a eu à peu près une centaine de hedges globalement. Voilà, donc c'est un cas extrême, pourquoi pas, j'insisterai pas plus dessus. Bon, l'idée là, clairement, c'est soit de faire du gain en parallèle, soit de couper petit à petit, comme on l'a vu dans la première stratégie, en gain, en perte, ou tout en même temps. Donc soit accepter la perte, soit couper petit à petit, refaire sa stratégie, refaire son analyse pour couper petit à petit telle perte, tel gain, et au final se retrouver un petit peu. Alors sur le papier c'est très beau, maintenant c'est très dur à faire, donc c'est pour ça que ça reste un cas extrême de mon point de vue. Cas extrême, se reposer dessus comme source de gain. Le live trading, il y a à peu près, je dirais, 20-25% des gains qui paradoxalement non, mais 20-25% de l'ensemble des gains qui viennent quand même du hedging, mais jamais en le provoquant. Donc le cas extrême, c'est se reposer un petit peu dessus comme source de gain. Ce qui est le cas malgré tout, parce que 20-25% de gain, c'est pas négligeable. Ça commence à constituer une belle proportion, d'un cinquième à un quart. Donc forcément, c'est pas dérisoire, mais ça n'est jamais provoqué volontairement. Ça c'est important. Donc ça reste extrême. Extrême dans le cas où on ne vient pas le chercher, mais que ça reste malgré tout vrai. Voilà, comme dans le cas du hedging à 100%. On vient jamais le chercher volontairement. Provoquer le destin ou pas, alors là je dirais que c'est plus une question de volume. Est-ce que je vais multiplier par 2 ou par 3? C'est ce que j'appelle provoquer le destin. Quand je dis provoquer le destin, c'est évidemment pas provoquer le hedging en lui-même, ça c'est jamais le cas encore une fois. C'est plutôt, bon, est-ce que je viens plutôt tabler sur une variation moindre, donc en appuyant un peu plus fort sur les volumes à x3, 1,5 lot dans mon exemple, ou à x2 à 1 lot. Bon. Forte dépendance, on peut vite devenir dépendant, c'est vrai, au scalping et donc au hedging, hein, malgré tout. Donc méfiance quand même avec ça, c'est un cas extrême aussi. Trading discrétionnaire, voilà. Alors, je disais tout à l'heure, il faut être souple, il faut pas non plus être trop souple. Si l'alerte psychologique du hedging elle a 20 points, il faut pas non plus dire c'est bon, je suis souple, je la mets à 60 points. C'est très rare. Il faut surtout pas, il faut que ça reste quand même globalement les mêmes ordres de grandeur. Voilà. À profil risqué, naturellement, réponse risquée. Donc, encore une fois, c'est une approche pour des profils qui, de base, par essence, sont risqués. Des scalpers, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Ne convient pas à tout le monde, parce que justement, c'était la transition logique. Plutôt pour le scalping, j'en ai parlé, c'est une redite. Jamais à moyen long terme, bah, tout ça, c'est quelque part presque des synonymes. Hein. On n'est surtout pas faire ça à moyen long terme. On vient se dire, tiens, je cherche 200 pips de variation sur euro USD. J'ai tort de 100 pips, donc je vais hedger maintenant en tablant sur 600 pips, ou je sais pas, ou 100 pips de variation. Non. C'est vraiment fait pour le scalping où, encore une fois, par définition, de base, l'opération de base vient déjà chercher 5-10 points de gain, pas plus. Voilà. Et les exemples du live trading, bien entendu, dont j'ai très longuement parlé pendant ce webinaire. Alors, il reste 2 slides et je vais passer à vos questions. Juste avant, je boirai un peu d'eau quand même. Alors, quelques liens avec d'autres supports.
psychologie trading, là, en fait, là, cette vidéo là que je suis en train d'enregistrer, là, donc ce webinaire, c'est le quatrième gros webinaire de 2015, en tout cas pour le moment où je parle, de 20 février. C'est le quatrième gros webinaire que j'enregistre. Le premier s'appelle Psychologie Trading, le deuxième, le scalping, le troisième, les recommandations stratégiques sur le DAX 30. Alors, les quatre sont évidemment très liés avec le live trading, hein, bien entendu. Ce sont les trois autres supports que je vous recommande très fortement de suivre, de voir en complément de celui-ci pour bien cerner toute l'approche, toute la logique, voilà, du live trading, entre autres, et du scalping au sens large. Les autres vidéos de formation, alors là c'est plus au sens, les autres vidéos de formation que j'ai faites ces derniers temps, qui sur les moyennes mobiles, qui sur le RSI, qui sur le MACD, qui sur les retracements de Fibonacci d'ailleurs, qui a beaucoup plu, merci beaucoup pour les quelques commentaires à ce niveau-là. Autre support, bien entendu de live trading, j'ai pas arrêté d'en parler. Le Good Morning Market dans une moindre mesure, mais tout de même assez important en guise de support. Et de mon point de vue, les deux plus importants, votre auto-formation, hein, tous les commentaires, toutes les vidéos, ne remplaceront jamais votre propre approche, votre propre expérience et les livres que vous lirez et les comptes démo que vous explosez. Encore une fois, je vous invite très sérieusement à exploser un maximum de fois votre compte démo avant de vraiment vous appliquer les mêmes stratégies en réel. N'oubliez jamais que la plupart des traders ont à la fois un réel et un démo et continuent jusqu'à la fin de leur carrière à exploser leur compte démo volontairement, à tester plein de choses sur le compte démo avant de l'appliquer en réel. Donc toutes ces vidéos, tous ces livres, tous ces éléments ne remplaceront jamais votre auto-formation, votre sentiment. Voilà. Encore une fois, pour reprendre la vidéo sur la psychologie, 70% de la réussite d'un trade, c'est psychologique. Donc c'est pas un livre, c'est pas une vidéo qui va vraiment ça peut vous donner des pistes, mais ça remplacera jamais votre propre psychologie à ce niveau-là. Et autre point qui est toujours très lié, évidemment, votre money management. Voilà. Donc ces deux derniers points, les 7 et le 8, volontairement arrivent en fin de vidéo parce que d'une manière générale, aucun conseil extérieur, exogène ne pourra remplacer votre propre expérience. Voilà. Alors en substance, alors, cette slide est certainement la plus importante de toutes, et pourtant c'est la plus simple à comprendre et la plus claire. Elle va être très rapide. Le hedging, c'est trois choses, et ce n'est pas trois autres choses. Le hedging, avant tout, c'est soit risqué, soit très risqué, soit extrêmement risqué. C'est au choix. Je peux pas mieux le dire. Ça peut pas être plus clair. C'est forcément risqué, ça peut être très risqué, ça peut parfois être extrêmement risqué. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Je recommande vraiment aux profils les plus agressifs de base, les plus scalpeurs. Voilà, qui déjà à la base ont une certaine notion dans le sang du risque au niveau du trading. Voilà. Le hedging, ce n'est pas trois autres choses par contre. Au contraire, le hedging, ce n'est pas un miracle, mais une solution violente, hein, qu'on se dise clairement les choses. Ce n'est pas souhaitable. Tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas le provoquer. Sous-entendu, ce n'est pas souhaitable. On ne vient pas se mettre en hedging volontairement. Et surtout, ce n'est pas facile ni à la portée de tous. Voilà, on revient sur la même chose. Cette slide-là, cette partie-là, c'est clairement la plus importante. S'il fallait retenir deux choses, c'est le marché a toujours raison, donc sous-entendu, le hedging, c'est reconnaître que l'on a tort initialement pour arriver sur ce que le marché nous dit de faire, et c'est ces trois choses-là. Quand on change d'avis alors qu'on est déjà en position et qu'on ne veut pas tout de suite couper la perte, ça revient à dire, eh bien je vais faire plus de risques, beaucoup plus de risques, ou énormément plus de risques. Voilà. Évidemment, je vous recommande plutôt la première solution, que ce soit risqué, mais pas trop risqué ni extrêmement risqué. Encore une fois, parce qu'il faut respecter son money management et idéalement, même en situation de hedging, ne pas être en dessous de 1000% de niveau de marge. Grand minimum 500. Voilà. Voilà. Alors, c'est fini au niveau de la présentation à proprement parler. Je coupe un peu le micro quelques secondes, le temps de boire un peu d'eau, et je vous invite à poser maintenant vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées. Vu l'heure, je vais répondre à chaque question, mais quand même un peu rapidement. Voilà. À tout de suite. Alors, hop, première question. Christophe me dit, j'utilise le hedging à 100%, par exemple le temps de figer la perte pour avoir un déblocage de volatilité d'un côté ou de l'autre, mais il ne faut pas que l'écart entre les deux positions soit trop important. Effectivement, bon, ça c'est de manière empirique, par expérience, ça est exactement ce que je disais sur la partie théorique, tout à fait. Frédéric me dit, je viens d'avoir l'exemple sur le DAX 30, mais j'ai fait 3 fois un point d'achat. Alors déjà, ça je le déconseille parce que c'est une moyenne, un pyramidage au-delà du split. Avant que le cours, me dites-vous, rebondisse sur le pivot de base pour se retrouver au-dessus du premier, ça fait partie du hedging où je suis dans l'eau 0,01 lot. Alors l'eau 0,01, ça veut pas dire grand-chose parce que ça dépend du capital qui est à la base. Donc je rentrerai pas dans le débat parce que le volume n'a
comment dire, ne peut pas être considéré de manière isolée, il faut le considérer toujours en rapport avec ce qu'il y a en termes d'argent, en termes de solde. Voilà. Non, alors je vais pas dire non, pour vous répondre, je vais pas dire vous êtes dingue, c'est pas ça, mais déjà à la base je déconseille très fortement 3 niveaux. Je déconseille totalement 2 niveaux. Après, la question reste vague, c'est-à-dire que j'ai pas la chose sous les yeux, donc je peux pas vous dire totalement ce qu'il en est. Mais disons que c'est un gros split ce que vous avez fait. C'est pas souhaitable quand même. Voilà. Alors, Marie-France m'a dit. Vous avez aussi une plateforme pour traiter les options binaires. Comment l'appliquez-vous sur celle-ci? Votre webinaire a été vraiment très passionnant. Merci beaucoup. Alors non, bien entendu, tout ce qui a été dit ici est sur le CFD. Sur le binaire, on peut pas le faire. Enfin si, à la limite, on pourrait le faire si vous avez par exemple une binaire, par exemple à échéance 30 minutes. Avec 50 € dessus qui part totalement à l'envers, prendre une binaire, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple à 15 minutes avec 100 € dessus. Bon, je le déconseille, sur les binaires, c'est pas du tout le même support techniquement. Là, bien entendu, c'était que pour le CFD et pour cause, j'ai quasi exclusivement pris des exemples du live trading qui eux ne sont que sur CFD. Voilà. Donc sur Xstation ou sur MetaTrader. Voilà. Voilà. Jean-Luc me dit, bonjour Dorian, comment calculez-vous le taux de marge à 500 ou 1000%? Alors c'est indiqué directement, vous n'avez pas grand-chose à faire, hein. C'est directement indiqué sur les deux plateformes, tout simplement, donc à ce niveau-là, il n'y a rien, littéralement rien à faire, c'est directement indiqué à droite de solde, équité, marge immobilisée, marge disponible et niveau de marge. Voilà, ce sont les 5 valeurs de tête qui apparaissent avec un petit synonyme. Équité peut correspondre à fonds disponible entre méta et Xstation, mais c'est exactement la même notion, le même calcul. Voilà, pas d'autres questions visiblement, il est tard, il est 12h50 à peu près. Donc effectivement, merci beaucoup pour votre attention. Cette vidéo a été enregistrée comme vous le savez et elle sera donc diffusée aujourd'hui sur YouTube en guise de 4e gros webinaire pour que vous ayez tout le temps de le reprendre, pour que vous n'ayez pas besoin également de demander le support et pour que surtout vous reveniez tranquillement avec autant de vues que vous le souhaitez gratuitement et tranquillement sur chaque point. Voilà, et ce webinaire clairement, je pense qu'il sera un peu entre guillemets intemporel, c'est-à-dire qu'il servira aujourd'hui, il peut vous servir aujourd'hui comme il pourra vous servir peut-être dans 2 ans si vous avez toujours la même approche sur le DAX 30 au niveau du scalping. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention à tous, merci pour tous les messages de sympathie qui défilent. Et rendez-vous donc évidemment à 15h15 pour le live trading du jour. D'ici là, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail ou à nous rendre visite dans nos locaux. Voilà, bonne fin de journée à tous, bon appétit si vous passez à table, à tout à l'heure.